aussi les filles. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce matin. Avec Atim, on va animer une conférence sur DevOps et les tests dans DevOps. Juste peut-être avant de démarrer, je voulais juste faire un petit sondage, savoir combien de personnes connaissent déjà DevOps ou estiment connaître DevOps plus ou moins bien. Si vous pouvez lever le bras. Ok, une large majorité, 70-80%. Et combien d'entre vous utilisez des outils, des processus DevOps au sein de vos entreprises? Un peu moins, on est plutôt sur le tiers, 40%. Ok. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec Atim ce matin, c'est très rapidement introduire le sujet DevOps, mais on ne va pas faire une conf sur DevOps. On en a fait l'année dernière, on en refera peut-être d'autres l'année prochaine. En revanche, on va vraiment zoomer sur le sujet des tests dans DevOps. En quelques mots déjà sur le club éditeur. Ce club, on l'a lancé l'année dernière. On avait fait 3 conférences, notamment avec Atim l'année dernière, sur DevOps, sur les outils de DevOps, etc. Déjà, pour rappeler à quoi ça sert, en fait, pourquoi faire un club éditeur, on a une ambition assez élevée, c'est déjà d'essayer d'encourager les rencontres entre les éditeurs. Atim et moi, on travaille avec beaucoup d'éditeurs de la région et on se rend compte que souvent, ils sont, hormis quelques exceptions, relativement la tête dans le guidon et relativement en travail interne et assez peu finalement, et c'est pas une critique, assez peu ouvert sur les autres. Alors il y a des échanges entre experts, entre ingénieurs, etc. Mais il n'y a pas une vraie dynamique d'échange entre éditeurs à Montpellier, dans la région de Montpellier. Donc nous, notre modeste ambition, c'est essayer d'encourager ces rencontres à travers ce type de club. Mettre un focus sur le retour d'expérience. On pense que chacun d'entre vous, pour travailler avec vous de manière individuelle, vous avez tous des retours d'expérience. Vous êtes tous excellents sur certains sujets et vous êtes tous moyens, pour ne pas dire pire, sur d'autres sujets. Donc la logique elle est assez simple, c'est de se dire tirons la moyenne vers le haut avec ceux qui ont des expériences sur tel ou tel sujet et amenons les moins bons vers les meilleurs et vice versa. Plutôt le contraire. Permettre la diffusion de bonnes pratiques, bon, c'est ce sujet-là, hein, nous à travers nos retours avec la team, on va essayer d'évangéliser, de vous donner quelques informations qu'on a pu glaner ici et là chez certains éditeurs. Et puis, in fine, quatrième point, c'est favoriser le développement des éditeurs. Et ça, c'est très égoïste de la part de Smartview et de Siloé. C'est que plus les éditeurs sont en forme, plus nous, on sera en forme aussi. En 2 mots, et on va s'en tenir à une presse très rapide. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Enfin, si vous avez une chaise, bien sûr. Smartview, en fait, juste pour vous situer ce qu'on fait, et je ne vais pas faire un long laïus là-dessus, je vous rassure. On travaille sur 3 grands domaines. Le premier grand domaine, c'est le product management. Donc c'est un des sujets qui doit vous concerner. Un éditeur logiciel, une DSI qui développe des logiciels, elle fait de la gestion de produits. En gestion de produits, on travaille sur l'innovation avec Benoît qui est là-bas au fond. On fait du design thinking par exemple. On travaille sur des processus agiles, on met en place l'agilité. Et DevOps, on va en reparler, est un des processus agiles en entreprise. Et puis on travaille sur tout ce qu'on appelle une usine logicielle, à travers du conseil en architecture, cloud, test d'intégration. Et c'est là qu'on retrouve la jointure avec ce que va vous présenter Siloé. Et c'est pour cette raison qu'on est partenaire, outre le fait de bien s'entendre. Et puis on a 2 autres piliers, et je passe très vite sur ces 2 autres piliers. C'est ce qu'on appelle nous la collaboration, l'analyse de performance. Et ces 2 piliers, à travers toute la suite Atlassian, on est partenaire Platinum en France, à travers la suite Microsoft, des outils comme Teams et autres, à travers des outils comme de data visualisation comme Qlik et autres, en fait, ces 2 piliers-là sont au service du pilier bleu. Le pilier bleu, c'est notre focus, c'est pour ça qu'on travaille. En gros, aider les éditeurs à travailler mieux, de manière plus rapide, de manière plus performante, avec plus de qualité logicielle. Voilà résumé Smartview, on aura l'occasion de discuter après pour ceux qui veulent, mais ce matin, c'est pas une publicité, donc je passe rapidement. Bonjour à tous. Quand je vois qu'il y a autant de monde et on se dit qu'à ce qui paraît les tests ça ne concerne pas grand monde et ça n'intéresse pas les gens, finalement si. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Siloé, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va dire 3 grosses activités. La première c'est tout ce qui est accompagnement. Donc c'est un ensemble d'activités autour de l'audit des systèmes de production, sécurité, test de charge, supervision fine des applications, migration vers le cloud, public, privé, cloud hybride, et tout un pan DevOps dont je parlerai après.
l'aspect infogérance. Donc on est présent sur 3 data centers avec DB, des serveurs dédiés. On a monté des clouds privés ou hybrides. On est présent aussi sur des clouds publics, AWS, Azure, Google. On accompagne les clients pour la mise en place d'architecture et l'infogérance de ces architectures. Donc, un système d'astreinte général à toutes les plateformes. Et des activités un peu qui vous amusent bien. Support niveau 3 à l'aveugle, c'est-à-dire on intervient sur des problématiques ponctuelles auprès d'entreprises qui ont déjà des ingénieurs systèmes mais qui sont coincés sur un problème. Donc c'est une sorte d'opération pompier. Des formations, donc partage de connaissances. C'est une activité historique, tout ce qui est intégration de solutions collaboratives d'une boîte, quelques boîtes en mode SaaS à des clusters sur 50 000 comptes, Zimbra ou Bluemind qui est une solution de messagerie développée à Toulouse. Et niveau participation communautaire, on met en place des services dans le cadre des chatons, une initiative de Framasoft, pour tout ce qui est hébergeur alternatif respectueux de la donnée et de la non-utilisation en fait, des données stockées, avec des solutions de partage de données sécurisées et cryptées, gestion de formulaires, Jitsi, solution de visioconférence, et Lufi, solution de partage de fichiers cryptés sécurisés. Voilà. Donc Silo existe depuis 2005. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'expertise Linux sur les serveurs de production. Ce qui nous a amené via ces activités-là, en fait, à avoir une offre assez pertinente sur le DevOps. En fait, le DevOps, on le verra après, effectivement, c'est la jonction entre des devs et les ops. Et derrière, il y a toute la partie accompagnement, donc l'audit architecture de ce qui va être conçu pour amener la mise en place d'un process DevOps en entreprise. On avait cette partie audit, on a la partie hébergement, donc on sait ce que c'est que le déploiement, on sait ce que c'est que l'organisation, et donc on fait la jonction entre les deux. Et donc on accompagne sur les 3 volets, ça veut dire le volet de conception, le volet de mise en place technique, donc avec tout ce qui est industrialisation et automatisation, le volet de déploiement. Et on a fini par concevoir une sorte d'usine logicielle qui regroupe en fait un concentré de toutes les technologies qu'on a vues ou mises en place chez nos clients. On en reparlera après. Voilà rapidement pour Siloé. Fatima a oublié de dire qu'il était président, fondateur de Siloé, mais j'ai oublié de dire que j'étais cofondateur de SmartJob. On va prendre un petit peu de recul avant de rentrer, de zoomer sur les tests en DevOps. En fait, on souhaitait déjà se repositionner dans l'entreprise. Je ne sais pas exactement où vous vous trouvez, peut-être vous êtes quelque part là-dedans. J'imagine entre ces 2 grandes zones, peut-être développement, R&D, infrastructure, peut-être les 2. Nous, ce qu'on observe dans les entreprises qu'on accompagne, c'est souvent un cloisonnement assez fort en fait, entre ces différentes strates. On pourrait mettre dans l'autre sens, ça ferait des silos, là ça fait des strates, c'est à peu près pareil. Ce qu'on observe, c'est une certaine lenteur pour faire transiter des informations qui viennent du marché, des besoins clients nouveaux, des besoins pour contrer la concurrence quand vous avez une solution logicielle et vous voyez une petite start-up qui commence à vous taper sur votre clientèle pour rentrer. Donc une certaine lenteur. Et ça, c'est vrai dans les petites et c'est vrai encore plus dans les grosses sociétés d'édition logicielle. Plus l'entreprise devient grande, malheureusement, plus en général elle est lente pour faire transiter les informations qui viennent du marché jusqu'à la production. Donc des besoins clients, la traduction de ces besoins clients par des experts métiers, marketing, R&D, finance, que sais-je. Ensuite, le développement de ces produits pour avoir une nouvelle version de votre produit qui répond aux besoins marché. C'est en général là que ça va commencer à se passer, même si tout ce qui s'est passé avant est hyper important. Et puis un jour, il faut mettre en production, c'est comme ça que je l'appelle, peut-être vous avez d'autres termes, déployer, parce qu'en fait, il ne se passe rien. Et puis ensuite, il faut remonter jusqu'à l'utilisateur, jusqu'au client final, qui est peut-être très loin de chez vous. Et ce cycle-là, en fait, c'est nous ce qu'on appelle le cycle d'innovation, c'est-à-dire que plus vous allez être capable d'aller vite, en double sens, depuis une idée jusqu'à une application opérationnelle, et vous allez revenir rapidement vers le client ou l'utilisateur, plus vous allez apparaître comme réactif, on va utiliser agilité, disruptif, innovant, que sais-je encore. Et c'est ça le sujet finalement qui va se cacher derrière notre sujet DevOps et les tests, c'est est-ce que votre entreprise est capable d'aller vite depuis une idée client
vers quelque chose qui est en prod et retourner servir, apporter la valeur au client final. Ça, c'est de mon point de vue, hein, c'est ce qui est central en fait, derrière toutes ces problématiques de DevOps, d'agilité, etc. Et force est de constater que ce n'est pas forcément le cas chez les éditeurs. Et ce qu'ont apporté les géants du web, je prends l'exemple d'un Google par exemple, c'est cette capacité à aller très vite. Là où il fallait 3 mois, 6 mois ou 1 an pour faire une nouvelle version chez un éditeur, aujourd'hui il peut falloir 30 minutes. 30 minutes pour une idée qui remonte sur la plateforme de big data en termes d'interface utilisateur. Tiens, il y a un truc qui déconne, le bouton il est plus cliquable, il y a un truc qui dysfonctionne, l'information elle doit transiter jusqu'à la prod, le bug corrigé ou l'évolution apportée, et 30 minutes plus tard, voire même moins, on a une nouvelle version du produit, c'est transparent pour tous ceux qui n'ont pas trouvé le bug, et ceux qui l'avaient trouvé se disent voilà, on a un système qui est résilient, qui marche bien. Donc l'enjeu, c'est de passer de 6 mois ou à 1 an pour mettre en place une nouvelle version à 30 minutes, ou moins. Donc derrière, évidemment, vous imaginez bien qu'il va falloir changer pas mal d'organisation. Si on met à plat ce que je vous ai montré en hauteur, là on le met en horizontal, ça revient à peu près à ça. Il va falloir être capable, à partir d'un nouveau besoin qui vient du métier, qui vient du marketing, qui vient du marché tout simplement, je préfère dire que c'est le marché qui dit quelque chose, dans une entreprise privée, ça pourrait être dans une entreprise publique des usagers, hein, d'un service de la Sécu par exemple, peu importe le sujet, il y a une nouvelle idée, un nouveau besoin qui apparaît, être capable de très rapidement spécifier, prioriser, développer, faire un build, déployer et avoir une appli opérationnelle. Ça paraît super simple quand on dessine le PowerPoint, mais dans la vraie vie, c'est super dur de le faire vite et bien. Et vous le voyez, en fait, ce qu'il faut, c'est le faire vite et bien de bout en bout. Si vous êtes super fort dans l'analyse des besoins, vous faites du design thinking avec Benoît et vous avez plein d'idées sur des paperboards, mais qu'il vous faut 6 mois pour mettre en prod, ça ne sert à rien de faire de l'atelier avec Benoît. Si vous êtes excellent dans le déploiement, mais qu'il n'y a pas d'idée en amont, ça ne sert à rien de déployer. Donc vous voyez bien que finalement, c'est une chaîne assez longue, mais un seul maillon suffit à détruire toute la valeur de la chaîne. Alors, nous, on va se concentrer sur ce qui nous concerne ce matin. On ne va pas faire des design thinking, on pourra faire un petit déj sur le design thinking plus tard. Nous, on va se situer là, sur cette partie DevOps, c'est-à-dire le build et le deploy, et tout ce qui va concerner, j'aurais dû décaler mon truc à gauche d'ailleurs, tout ce qui va concerner le développement, le build et le déploiement. Pour resituer, tout à l'heure, vous disiez une grande majorité connaissait DevOps. Il y a une petite diapo, je finirai sur ça, cette partie introductive. Une petite diapo qui situe pas mal en fait DevOps. Alors, je suis désolé, c'est un peu flou. Le système en cascade, cycle en V ou waterfall en anglais, en fait, avait comme principe de spécifier, développer, tester une fois et déployer une fois. Ce système-là, moi, j'ai rien contre lui. Il fonctionne si le besoin ne change pas, si le besoin est sûr et s'il est bien spécifié. Si vous construisez un pont, vous n'avez absolument pas besoin de faire d'agile. Votre pont, il va être au-dessus de la vallée de Millau. A priori, la vallée ne va pas bouger, pendant la durée du projet en tout cas. Et donc, vous pouvez construire vos piles de pont tranquillement. Enfin, tranquillement, je pense qu'il y a un certain savoir-faire, mais a priori, vous pouvez spécifier et faire ce qui était prévu dans les documents. En agile, on découpe. Je ne vous présente pas le concept de l'agile, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais vous allez découper et déployer in fine. DevOps, en fait, c'est le passage à la dernière étape. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'on va fractionner toute la chaîne, de l'idée jusqu'au code en production, et on va le répéter le plus vite possible. Et les géants du web arrivent à le faire en quelques minutes, voire en quelques secondes. Tout à l'heure, je parlais de 30 minutes. Dans l'absolu, si on trouve un bug, on peut le corriger en 10 secondes, le mettre en prod en 10 secondes, et en moins d'une minute, vous avez fait ce petit cycle. Et donc cette tranche de salami coupée de plus en plus finement, en fait, c'est vers ça que veut aller l'entreprise, qui veut être innovante et qui veut être réactive. Voilà. Après cette introduction, je vais passer la parole à Tim sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les tests dans DevOps. Tu as fait la moitié de ma phrase. Ouais. Bon, ça, je suis large. Voilà, on reconnaît les premières questions qui a déjà été posée. Est-ce que vous avez une organisation DevOps en place ou en cours de mise en place? Donc, il y a certaines personnes qui ont dit oui. Et en fait, pour ceux qui ont une organisation DevOps en place, ça a pris combien de temps à peu près à être mise en place? Plus en cours. Et en cours, c'est depuis quand? C'est Plus d'un an. Un an? Un peu plus, mais un an et demi. Ok. Je travaille un an et demi, 2 ans. D'accord. Et le projet initial a été porté par qui?
Donc quel métier dans l'entreprise a été leader ou pilote sur le projet? Chef de projet. Chef de projet dev? D'accord. Nous, c'est plus le management, le top Ouais. management. Top management qui était sensibilisé à ça, et d'accord. Il y a une grosse réorganisation en fait, qui était basée sur les modèles DevOps et entre autres Salesforce. Ok. Et donc ok, pour les projets qui sont en cours ou les projets qui sont déjà en DevOps, quel a été l'indicateur en fait de réussite ou qui va permettre de dire ok, la démarche DevOps en place est une réussite ou pas? Le fait qu'on puisse livrer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on puisse livrer rapidement, c'est-à-dire qu'on a disons, il y a une métrique qui dit si on livre en moins de X jours, X heures, c'est-à-dire que c'est une réussite. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de, si on a un problème, de tout de suite le corriger, et tout de suite que ce soit livré en production, Ok. ça va attendre. Et ça, c'est une métrique qui a été clairement définie comme étant l'objet de. Non, pas forcément. Qualité du produit. La qualité du produit définie vue par les clients. Les ingénieurs, le DevOps en place, j'ai appliqué. Ok. La quantité de souffrance pour les corps. Ouais. Et maîtrise des changements en production. Ok. Merci. Je sais pas la réponse. En fait, on en reparlera à la fin. Mais en fait, c'est important quand on démarre une démarche quelconque. Je pense qu'on a l'habitude de le faire hein, sur tout un tas de démarches, mais même la démarche DevOps, de se dire quels sont les indicateurs qui vont permettre de dire au bout d'un certain temps que en fait c'est une réussite. Parce que le mot DevOps, lors de certaines interventions, s'est rendu compte que dans une même organisation, selon les interlocuteurs qu'on avait, il avait une définition différente. Effectivement, certains le voyaient juste comme une façon de livrer vite, quitte à livrer n'importe quoi, mais moins ça se livre vite. D'autres, c'est vu comme étant le fait que le dev et l'ops, ils sont dans le même bureau et que personne ne se tire une balle dans le pied. Voilà, donc il y a certains critères certaines définitions en fait qui sont en place et souvent on essaye d'harmoniser quand on commence un projet, de dire ok, c'est quoi le DevOps et est-ce qu'on peut construire ensemble une définition du DevOps sur laquelle tout le monde adhère. Donc elle peut changer d'une organisation à l'autre, il n'y a pas une définition figée, mais au moins qu'il y ait une convergence en fait dans le sens qu'on met au DevOps. Et après, pareil, une convergence dans les indicateurs qui vont permettre de dire qu'on a réussi. Parce qu'on a eu le cas, on est venu des fois en mode pompier en disant ouais, DevOps ça marche pas, c'est nul, c'est du n'importe quoi, ça peut pas marcher pour nous. C'est quoi le DevOps pour vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller dans ce process et quels sont les critères qui vous permettent de dire que ça marche pas? Effectivement, là aussi, différents sons de cloche. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que, in fine, on considère que le DevOps, c'est 70-75% de process d'organisation et 25 à 30% de technique. La technique, c'est vraiment le dernier maillon. Il y a une focalisation trop importante dans l'IT sur la technique, parce qu'il y a un nouvel outil, c'est magique. Les marketeurs sont tellement puissants que ça fait rêver. Tout le monde nous dit il nous faut absolument Ansible, il nous faut absolument Terraform, il nous faut absolument GitLab CI, il nous faut. Ok, mais pour en faire quoi? Et c'est quoi l'objectif? On peut s'en sortir, on va dire, à l'ancienne, en ayant une démarche DevOps. Et les choses doivent être définies. En fait, et pour casser encore plus cette notion de DevOps, je me tire le mal dans le pied. C'est-à-dire, il n'y a rien de révolutionnaire. DevOps, pour moi, c'est d'abord la collaboration. C'est arriver à collaborer. Donc la collaboration, on l'appelait agile dans le monde des devs, on l'appelait dev, voilà, on peut mettre tout un tas de concepts, mais c'est déjà s'asseoir autour d'une table, discuter, et d'avoir un projet commun, qui est, comme on dit, la finalité, effectivement, c'est de livrer quelque chose qui corresponde aux attentes du marché, aux clients, que les clients soient satisfaits, que les clients satisfaits payent l'entreprise, que l'entreprise récolte de l'argent, paye ses salariés, et ainsi de suite. Et ça tourne. Donc il y a cette notion d'objet commun et de cycle. Et on va le voir que y a des concepts qui tournent autour. Et après, voilà, quels sont les indicateurs de réussite? L'entreprise doit se les fixer, dire ok, on va estimer qu'on a une réussite quand on a ça. Et on verra à la fin
par rapport à tout ce que j'aurais raconté, s'il y a des idées un peu plus claires là-dessus ou pas. Tu peux utiliser la roulette. Ah oui. Mais j'essaie de voir ce qu'il y a. Oui, alors je m'en vais sur ce diapo. Alors oui, alors sur la presse, donc le contenu de la presse est fait d'un concentré de retour de cas clients. Les cas clients qu'on a gérés, on a fait un peu le concentré d'informations depuis quelques années. On fait ces systèmes d'automatisation bien avant l'apparition du mot DevOps. Et ce qu'il faut savoir aussi sur le cheminement qu'on propose, c'est les intervenants silos et le profil des intervenants silos qui marque quand même un peu le contenu de cette presse. Alors la moyenne d'âge est plutôt de 42 ans, 43 ans. Donc c'est des gens qui ont 15 ans au minimum dans l'IT, avec un gros background système et réseau. Non mais c'est exprès parce que je Je ne veux pas qu'on voit le schéma. Donc un gros background système et réseau, qui ont fait beaucoup d'audits et de la prod. Et le fait de mixer l'audit, l'accompagnement, les préconisations et la prod, c'est qu'on ne va pas préconiser des choses sur la Lune. On va préconiser des choses et on a la main dans le cambouis, donc on sait la réalité de ce qu'on propose par rapport à la réalité technique d'une production, des astreintes, du support, etc. Pour schématiser, un consultant qui a 15 ans d'expérience quand il doit faire une astreinte, s'il intervient une première fois sur un incident inconnu, il le fait. S'il se reproduit, il le scripte. Il scripte la résolution. Ça, c'est systématique et c'est génial parce qu'en fait, certes, il y a un investissement de scripting, d'automatisation, de corrélation, mais à la troisième fois, c'est fini. Donc du coup, à chaque fois, on disait mais comment on fait pour gérer toute l'infra, des grosses infra, tout est automatisé et c'est possible. Par contre, il faut qu'il y ait cette conscience de l'automatisation. Et je pense qu'on s'était réunis une fois tous ensemble et on remerciait nos enfants. Parce qu'en fait, les enfants, ils viennent nous chercher à chaque fois pour des choses. Tiens, je sais. Et des fois, c'est répétitif. Et donc, c'est de là, on s'est dit, mais d'où vient ce côté automatisé? Bon, voilà, c'est avec les enfants, c'est dit, ok, il y a ça qui est demandé à chaque fois. On le voit venir, la demande, on la voit venir, elle est anticipée, et hop, c'est fini. Et on passe à autre chose. Et donc, on l'a mis dans le monde du travail, hein, parce que je considère qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le monde privé et le travail. On vient avec ce qu'on est, et donc, voilà. Donc ça, c'est une sorte de schéma DevOps qui reprend un peu ce qui a été dit par Christophe. Bon, j'ai rajouté quelques petits éléments, quelques petites touches personnelles. Voilà, donc le projet, l'idée, développement, déploiement, exploitation, on remonte au projet. Donc les réunions, le dev, tous les tests continus, les aspects automatisation et déploiement dans le cloud, tout ce qui est surveillance et monitoring, les retours clients, donc le support ou les analyses post-mise en production qui sont réinjectées dans la boucle et ça tourne. Et donc on pourrait remplacer le mot DevOps par la satisfaction client, par l'entreprise, le sens de l'entreprise qui est au milieu de ce cycle. Bon, le cycle en V, voilà, ça a été dit. Bon, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est souvent ce qu'on découvre encore hein, dans pas mal de boîtes, c'est en place. Et effectivement, dans ce mode de fonctionnement par rapport au DevOps, on voit bien qu'il y a tout un tas de réflexions, mise en place, conception, spec, dev, et à la fin, voilà, paf, on vient, on dépose chez l'admin 6, voilà le colis, salut, moi je prends mes RTT. Et donc c'est à ce moment-là que le service infra va commencer à tester, déployer, et là ça marche pas, à l'autre dev ça marche pas, moi ça marche sur mon poste, chacun son problème, j'ai un autre besoin à traiter, salut. Donc je pensais que c'était de la vieille école, mais non, ça existe toujours encore, et alors que effectivement il y aura tout un tas de tests à faire, comme on a vu. Donc suite au cycle en V, il y a eu le shift left testing, et l'idée c'est de rapprocher en fait les tests de chaque étape. Pourquoi réduire effectivement les coûts, parce que quand un bug est découvert à la fin, au niveau du dev, avant de passer en prod,
s'il faut réécrire un bout d'application, et si il faut réécrire un bout du noyau de l'application, parce que c'est là-dessus qu'il y a un gros problème, ça peut être soit pas possible parce qu'on est déjà en production, et donc il y a toujours le dev qui dit laissez-moi passer, je vais le corriger en prod, vous allez voir, là ça va marcher du premier coup, parce que j'ai enfin compris ce qui se passait. Et donc, cascade de bugs. Il y a le fait que c'est pas possible, les équipes sont déjà sur un autre projet, donc on va faire appel à de la presta pour corriger quelque chose qu'ils n'ont pas développé. Donc déjà il y a le coût, il y a le coût de prise en compte de ce qui a été fait, de modification, etc. Et effectivement il y a un problème d'efficacité d'image, des fois il peut y avoir des bugs dans tous les sens. Des fois ça peut bien se passer aussi. L'objectif de rapprocher les tests de chaque étape du process en V, c'est d'améliorer aussi l'efficacité. Donc pour chaque partie, on va se tester de différentes façons pour voir si on est bon ou pas pour passer à l'étape d'après, ce qui permet in fine effectivement d'améliorer la qualité de ce qui est livré. Là, on essaie vraiment d'insister à chaque fois dans toutes les réunions d'accompagnement, c'est quel est notre objectif pour tout ça, pourquoi on se réunit, pourquoi on travaille sur le DevOps. Et ça paraît peut-être, comme on dit, gnangnan de le répéter à chaque fois, mais c'est important de s'inscrire vraiment dans cette logique qu'on est là pour faire un travail de qualité pour l'entreprise. C'est vraiment l'objectif. Et c'est le plus dur en fait à intégrer, parce que dès lors qu'on l'intègre, tout ce qui est guéguerre de couloir, de département, oui mais moi je veux monter dans ce projet, je veux passer chef de projet, je veux m'asseoir, donc je vais faire ci, je vais faire ça. Tout ça est censé s'estomper, parce que les freins sont plus humains que techniques. Dans l'agilité, donc rapidement sur l'aspect test, puisque on parle du DevOps, c'est des tests. Donc chaque sprint correspond, on va dire, à un mini cycle en V. Tous les tests doivent être intégrés à chaque sprint. Et dans l'idéal, les tests doivent être produits en même temps que le code. Donc ça, c'est un peu une révolution. Parce qu'en fait, souvent, on a été confronté à la même réponse qui est, dans la moitié des cas, mais je sais ce que je développe, il n'y a pas besoin de le tester, ça marche. Je suis développeur senior. Okay. Ça, c'est sur les fiches de paie. Maintenant, c'est un ordinateur, il y a des doigts, il y a le clavier, il y a ce qu'on entend, il y a voilà, il y a toutes les perturbations de la vie, il y a comment on est aujourd'hui. On peut s'accorder un petit pourcentage de défaillance qui va faire que ce qu'on va faire peut-être va comporter pas un bug direct, mais un bug indirect, c'est-à-dire une fois regroupé avec le code d'un collègue, il y a peut-être une librairie que j'appelle d'une façon et que lui appelle d'une autre façon, et là ça va faire un clash. Donc c'est pas forcément soi, c'est peut-être la relation entre les différents codes qui s'assemblent. Et donc on insiste sur le fait que chaque développeur ou binôme de dev, selon les techniques de développement, doit générer en même temps que le code comment tester cette fonctionnalité de ce dev. Et plus en amont, chaque product owner ou sponsor, selon l'organisation, quand il demande en fait une application, effectivement, dans le temps imparti au développement, doit aussi prévoir le temps imparti au test de cette fonctionnalité. On a vu le cas classique encore la semaine dernière d'un ERP avec une partie extranet, intranet. Ils viennent de sortir une nouvelle fonctionnalité, tester dans leur coin, etc. Ça marche. C'est mis en prod, très bien, client satisfait. 24 heures après, il y a un autre utilisateur d'un autre département qui vient et dit mais qu'est-ce que vous avez foutu, ça marche pas. On n'a pas touché à ta fonctionnalité, on était sur le back-office. Peut-être la fonctionnalité ne marche pas, on ne peut plus générer de PDF. Là, c'est embêtant pour faire les attestations. Oui. Et en fait, comme il n'y a pas une moulinette de test lors des process de mise en production, le développement qui a été fait était parfait pour la fonctionnalité, mais ça générait un bug sur une autre fonctionnalité d'un autre département, donc couloir différent, et donc pas concerné, etc. Donc la notion de test, déjà, il faut être dans la logique que chaque partie doit proposer ses propres tests, et après les tests vont être utilisés ailleurs. Et on va voir.
quand on parle de DevOps, test dans DevOps, oui, alors juste, l'agilité, ce qu'on constate quand on rentre dans des entreprises, voilà, comment fonctionner, etc., bah, on est en mode agile. Très bien. Comment ça se passe? Bah, on fait des sprints, des tickets, tac, tous les matins, ok. Et après, les mises en prod, bah, on s'arrête au niveau du dev. Une fois qu'on a du code validé par les systèmes QA, bah, après on le balance aux ops et c'est eux qui font la mise en prod. Mais on aimerait bien faire ça à leur place. Bah, très bien, on va voir comment. Quand on commence les entretiens, alors bon, on a eu des formations agiles, mais on n'est pas complètement agile. Mais on est dans l'esprit agile. Ok, c'est quoi l'esprit agile? Pareil, définition différente de l'esprit agile. Oui, bah moi je prends un ticket qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des tickets qui intéressent personne? Bah oui. Et c'est quoi? Bah c'est les tests, et donc du coup, personne ne les fait. Mais on est en esprit agile. Okay. Donc, voilà, ça paraît un peu drôle, mais voilà. Donc on détaille la question, bon, on se rend compte que même du coup sur l'agilité qu'on pense être plus ou moins acquise, bah, en fait non. Là aussi, ça nécessite des réunions, un suivi, idéalement externalisé, parce que ça permet toujours d'être complètement sorti de la politique interne, sorti des enjeux internes, etc., pour avancer en suivi. Et évidemment, on ne peut pas parler de système DevOps si déjà sur le côté agile, il y a des approximations. Ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, quand on rajoute l'aspect DevOps, en gros, pour moi, le DevOps, c'est un moment schématisé pour ceux qui disaient l'agile. Je prenais un petit post-it et je disais, voilà, ça, c'est le ticket de celui qui va être chargé aujourd'hui de faire toutes les mises en prod. Voilà, aujourd'hui, dès qu'il y a une mise en prod, je la fais. Tac, tac, je déroule. C'est juste un ticket. Il n'y a pas besoin de, comme on a vu, hop, il y a toute la procédure de sans action qui est sur un fichier Excel à dérouler à partir de minuit 30 jusqu'à 4 heures. À 4 heures, c'est la mise en prod, et entre 4 et 5, c'est les tests. Comme ça, à 8 heures, le client ne se rend compte de rien. Donc à chaque fois, là, c'était la même question, mais quelle a été la journée de la personne qui va commencer la mise en prod à minuit 30 pour livrer à 4 heures? Bah, il a eu un temps de repos l'après-midi. Okay. Est-ce que vous pensez qu'à 4 heures, tout le process qui a été déroulé est assez maîtrisé, qu'il y a assez de fraîcheur pour faire vraiment des vrais tests entre 4 heures et 5 heures? Parce que les tests, ils sont là, ils sont écrits. Mais est-ce qu'il y a la fraîcheur, parce qu'on est des humains, la fraîcheur intellectuelle pour dire ok, je vais cliquer sur ce lien, l'affichage me correspond à ce qui est attendu, c'est bon. Est-ce qu'on a la même visibilité à 4h du matin qu'à 4h de l'après-midi? Oui, bon, c'est à peu près. Parce que ça marche pas bien. Oui, ok, donc on va essayer de comprendre pourquoi ça marche pas bien. Et donc cette notion de test, on s'est rendu compte que même quand on arrivait à industrialiser une mise en production DevOps, bah, oui, mais on ne peut pas faire une mise en prod avant de réunir le responsable métier, le référent produit, pour qu'il fasse les tests humains de navigation, remplir des formulaires, vérifier le contenu, est-ce que la facture générée est vraiment parfaite, etc. Donc ça ralentissait un peu l'aspect automatisation, ou bien on se dit ok, mais on considère qu'on accepte un peu de déchets, etc. Quelles sont les actions qui sont faites pour tester? Ah non, mais c'est pas compliqué, c'est différentes personnes. Ok, est-ce qu'on peut discuter avec les différentes personnes? On discute, on voit exactement tout ce qui est fait. Bah, là, finalement, on se rend compte que dans l'entreprise, ils sont capables de faire des développements très complexes, avec des services managés, des microservices, de tout ce qu'on veut, mais apparemment, ils ne sont pas capables d'automatiser un certain niveau de test qui est de la lecture d'éléments sortis, comparaison de données, lecture dans les bases de données. Voilà. Et en fait, c'est des enjeux des fois de pouvoir, ou juste de la conscience de dire ok, ça on peut vraiment l'automatiser ou pas. Donc une fois qu'on dit bah écoutez, au lieu que chers testeurs, vous allez être mobilisés toute la journée à faire des tests parce que les gars ils sont capables maintenant de déployer toutes les 2 minutes, et que vous n'avez pas passé votre temps à rejouer tous les tests, bah, on va les automatiser ces tests-là. Donc on a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites. Voilà, donc le DevOps, les tests dans DevOps vont concerner les tests de la chaîne de développement, les tests de la chaîne de production, et on va voir tout un ensemble de tests intermédiaires. L'automatisation des tests. Et bon,
en s'amusant, on a sorti un truc SupDevOps, c'est la supervision du DevOps, c'est-à-dire que tous les maillons du DevOps doivent être supervisés. Il y a des outils de supervision aujourd'hui qui sont assez flexibles, qui permettent de superviser tout et n'importe quoi, dès lors qu'on sait ce qu'on veut superviser. Et ben on va demander à ces systèmes-là d'automatiser toute cette chaîne pour qu'on puisse vraiment être serein dans les mises en production une dizaine de fois par jour ou plus. On a vraiment des clients qui sont passés d'une mise en prod une fois toutes les 2 semaines et c'était branle-bas le combat, à aujourd'hui des mises en prod 3 ou 4 fois par jour, et en toute sérénité. Et ça n'a rien de ces environnements en plus hétérogènes, du Linux, du Windows, PostgreSQL, Oracle, voilà, tout un ensemble de choses. Bon, ils ne font pas des mises à jour sur Oracle tout le temps, mais en tout cas par rapport au code et certaines structures, c'est assez fréquent, sans perte de qualité, au contraire. Et l'objectif, effectivement, c'est d'avoir du test continu sur toute la chaîne. Il y a un temps d'investissement de mise en place. Une fois que c'est en place, ça tourne, il n'y a que les retouches. Mais encore une fois, les retouches ne sont possibles que s'il y a cette conscience de ce que ça apporte et du sens de ces tests-là. Alors je disais qu'entre le monde du dev et les ops, il y a des tests intermédiaires. Des tests intermédiaires. Donc là, je vais présenter ce qu'on préconise, 4 environnements, et après on va voir les tests, à quoi ça sert. L'aspect DevOps, oui, bon, il y a l'automatisation en fait, des déploiements applicatifs, mais il y a aussi l'automatisation de la création des infrastructures, la création des VM ou des conteneurs qui doivent être automatisés et à la demande. Bonjour. J'ai besoin de tester mon application sur un environnement ISO production, je veux avoir un environnement à la demande. J'ai besoin de tester ma nouvelle version sur un environnement production +1, avec la dernière version PHP, Java, .NET, etc. Ben, je veux pouvoir générer facilement une nouvelle infra. Certaines entreprises, même de la communication, pour avoir une nouvelle infra avec des nouveaux environnements installés proprement, etc. Bon, il faut quelques jours, si ce n'est quelques semaines. Effectivement, c'est impossible à envisager alors qu'on est dans une automatisation du déploiement si on ne peut pas générer rapidement une infra. Et donc, dans le process DevOps, il y a aussi toute la couche système qui doit être automatisée, ce qui est une transformation du travail du sysadmin. Il n'est plus maître de bonjour, c'est moi le jeu de l'infra, c'est moi qui génère les VM, il faut me dire 2 VCP, combien de RAM, que ça soit validé par en haut, et donc je signe et après je crée, ah non, j'ai pas assez de scènes, donc il faut commander, etc. Non, vous ne pouvez pas savoir, c'est moi qui gère. Ça, effectivement, le DevOps, ça peut casser ce fonctionnement-là. Parce qu'en théorie, il n'a plus la main. Lui, il est là pour créer de l'infra as code, de faire aussi un peu de dev, pour que l'infra soit comme du code, et fournir en fait donc, cette matière aux développeurs. Mais on ne va plus passer du temps à tout recréer à la main. Voilà, donc les développements sont effectués sur différents environnements, fixes ou construits à la demande. La chaîne DevOps déploie les applications sur différents environnements. Donc bon, il y a la fin qui est connue, la prod, la pré-prod, qui est un environnement identique idéalement à la production en termes de capacité et en termes de version et de contenu. Version, disons, serveur d'intégration, serveur de qualification. Tout ça, en fait, c'est des environnements qui sont en dehors de tout ce qui sert aux développeurs. Je m'explique, c'est que à partir de là, c'est plus créé à la main. Ces environnements-là sont créés par la mécanique de l'automatisation système, de l'infra as code. Ces VM-là sont générés automatiquement. Et donc du coup, les développeurs viennent, injectent, disons, via un process, injectent les premières versions ici, tester sur un système non manuel, donc automatisé. S'il y a quelque chose qui manque, ben on revoit le script qui a permis de générer ces systèmes-là et c'est réinjecté, et ainsi de suite. Après, voilà, ici c'est pour les bêta-testeurs, ici c'est pour d'autres services qui vont tester disons, l'application sur un environnement définitif. Et l'intégration, c'est les développeurs qui testent sur une infra automatisée et plus une infra sur laquelle ils ont la main pour modifier les fichiers de conf comme ils veulent.
Donc il y a une logique derrière en fait, par rapport à la notion de test. Ah oui, j'avais fait un schéma, en fait, j'aurais pu le schéma. Bon, voilà un petit schéma d'une infra. Donc en fait, voilà, on voit les différents environnements d'intégration, QA, pré-prod, prod. Et en fait, que ce soit l'aspect code ou l'aspect système, en fait, c'est mélangé. C'est-à-dire que les systèmes sont injectés par, ici on parle d'Ansible, les configurations de système, c'est-à-dire la conf PHP, Java, MySQL et autres, toutes les confs système sont aussi sur Git. Et donc, pareil, les Docker, les conteneurs sont aussi, toutes leurs confs sont sur Git. Et donc à un moment, on dit voilà, je veux générer un environnement QA. Et donc, hop, ça va aller chercher dans la bonne branche de Git tous les éléments de configuration système. Ça va appeler les playbooks Ansible qui vont générer l'infrastructure, donc la VM, sans solliciter le sysadmin. Et une fois que c'est fait, et que le test n'a plus lieu d'être, bah, hop, on supprime. Aujourd'hui, avec des débuts de migration assez conséquentes sur les clouds comme Amazon et la découverte qu'en fait ça coûte de l'argent, les mecs qui font pas du gratuit ou du pas cher, bah, c'est normal. Et bah, là, effectivement, à un moment, on dit ok, mais il faut rationaliser tous ces environnements, on en a marre. Bah, oui. Bah, là, comme on est dans une infra automatisée, bah, on a fini de tester, on jette à la poubelle. Et on est capable de reproduire exactement le même test en quelques minutes parce que ça va chercher l'information dans nos dépôts. Et de grâce, ne pas mettre tous les dépôts de l'entreprise chez les cloud providers. Parce qu'aujourd'hui, toute la connaissance du code, de l'infra as code, etc., toute la richesse est là. Et l'idée, c'est de pouvoir la jouer partout ailleurs, que ce soit sur Amazon, AWS, OVH, Numergy ou autre. Donc toute la connaissance doit être quand même maîtrisée dans l'entreprise, à la rigueur qu'il y ait des dépôts pour cloner, etc., mais que au moins les dépôts master soient maîtrisés par l'entreprise. Bon, à part si on a des actions chez Amazon. C'est le Star. Voilà, donc ça c'est un schéma qui explique les différents environnements qu'on préconise, et après on va voir quels sont les tests spécifiques à chaque environnement. Tu as des questions? Ouais. À propos des environnements, est-ce qu'il y a une différence formelle entre intégration et recette, ou est-ce que c'est juste une appellation des différents clients qui mettent le mot qu'ils veulent? C'est juste une appellation des clients qui mettent ce qu'ils veulent. En fait, la différence, elle est... par exemple, je prends un cas client. Donc, ils ont plusieurs équipes de développement, des produits différents, pour des clients différents. Donc, on a découvert qu'ils ne se parlaient pas entre eux, et que c'était nous, en fait, le point de convergence, qui disent non, mais ne redéveloppez pas ça, en fait. Ça a été fait par eux. On l'a mis en place, allez les contacter. Et donc, une fois qu'ils ont fini de développer sur leur serveur interne, qui peuvent toucher, modifier en SSH dans tous les sens, une fois que leur livrable est prêt, en fait, ils se connectent sur l'usine logicielle dont j'ai parlé, je me dis que c'est après, en tout cas une VM tampon, et ils disent on veut livrer notre code sur le serveur de dev de production, disons, le serveur de dev dans le data center, de silo. Ce serveur de dev, il a comme particularité qu'il est généré automatiquement par Ansible. Toutes les confs, en fait, elles sont figées, disons, elles sont sur GitLab, donc on sait les tracer, on sait exactement qui a fait quoi, quand, etc. Et ils ont un peu la main sur la branche Git des confs pour les modifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils viennent nous dire oui, mais le 4 avril, ça a marché. Très bien. On va voir la supervision, on va voir effectivement si les graphes étaient bons. Et on remonte à la branche, à la date du 4 avril, et on voit exactement quelles étaient les confs à ce moment-là. Donc on peut le reproduire facilement. Donc ça apporte cette sécurité-là. À un moment donné, les devs ils disent c'est bon. Nous, par rapport aux versions prod, on n'a pas de problème d'UTF, de caractère, de librairie, de flux, tout est bon. Pour nous, c'est bon. On va la livrer dans un environnement de test d'intégration. L'environnement de test concerne qui? Il concerne, en fait, ils ont une autre équipe qui va tester, déployer tout un tas de tests métiers. C'est une équipe interne. Donc, ils font tous leurs tests et là, ils n'ont plus accès à la branche GitLab pour modifier les confs. Non, c'est figé. S'il y a des choses à faire, une fois que c'est validé ici, nous, on les traite,
on garantit l'aspect sécurité, optimisation, etc. Et donc ils peuvent réinjecter en test comme ils veulent. Une fois que c'est validé par l'équipe de test interne, ça passe dans un troisième environnement où là c'est ouvert à des clients, partenaires, VIP qui vont tester la fonctionnalité si ça correspond vraiment à leurs attentes. Pareil, là les accès c'est automatisé, si ça ne correspond pas, tout est cassé, c'est régénéré avec un nouveau déploiement de code, un nouveau déploiement en système, et donc c'est beaucoup plus stable que celle-là, et c'est accessible aux clients. Avec quel jeu de données? Avec un jeu de données de test. Là, on est encore sur un jeu de données de test. Une fois que la fonctionnalité est validée, ça passe en pré-production. Donc là, on a une infra qui est à peu près dimensionnée comme la production ou demi-production, mais en tout cas sur des facteurs selon les projets, qui sont définis, par contre avec les données de prod. Ça veut dire qu'en cliquant sur un bouton, ça resynchronise les données de prod vers pré-prod avec la livraison du nouveau code. Tous les tests sont rejoués par le client, par les équipes de test internes. Et une fois que c'est validé, là ça bascule, c'est redéployé en production. Donc voilà le cheminement qui a été choisi par ce client. Bon, des fois le serveur de dev il saute puisqu'ils disent que c'est bon, ils maîtrisent. Souvent il y a au moins trois environnements. Disons, bon, la prod on n'en parle pas, mais au moins 2 environnements. C'est vraiment le minima pour être sur quelque chose de correct. Mais effectivement, ça c'est dans l'idéal. Vu les enjeux qu'ils avaient, ils ont considéré qu'il fallait absolument ça. Et ils ont complètement la main aujourd'hui, les développeurs, pour jouer toutes ces mises en prod. Parce qu'on peut dire que ça c'est une mise en prod, ça c'est une mise en prod, c'est juste que c'est pas accessible au client final. Mais en fait, toutes ces mises en prod, c'est un simple ticket qui dit qu'aujourd'hui c'est moi qui me charge de déployer. C'est un rôle dans l'entreprise. Des choses qui se passent via une interface graphique, des choses qui peuvent se passer dans une document avec des variables. Tim, excuse-moi. Tu veux dire qu'un développeur peut tester la prod comme ça? Non. Disons, un développeur peut tester son code dans l'environnement de production. Si... C'est ça que je voulais te dire. Voilà. Moi, je retire. Alors, pour arriver enfin au sujet de la discussion, c'est les tests. Donc, on a regroupé ça en 2 parties. Une partie bleue, une partie verte et une partie intermédiaire. Et donc, bon, bleu, c'est tout ce qui touche aux tests par rapport au développement. Ça, j'en parle pas. C'est pas mon rayon. Mais ici, je vais le faire un peu, mais on va dire, vu qu'on est un peu séant, on va parler surtout de la deuxième partie. La deuxième partie, donc, c'est tout ce qui est test de sécurité, test de performance, test d'exploitabilité, test de maintien en conditions opérationnelles. Et au milieu, les tests métiers. Voilà. Apparemment, je voulais rester. On va s'attaquer au test métier. Non. Bon, test de sécurité. Je laisse les tests métiers à la fin. Les tests de sécurité, effectivement, souvent on se dit, bon, les tests de sécurité, c'est à la fin. C'est quand on est en production, on va faire les tests de sécurité. Parce que ça coûte cher, parce que c'est des audits externes, etc. Évidemment, c'est risqué. C'est risqué parce que on retombe en fait dans le même fonctionnement qu'on a vu en cycle en V. C'est-à-dire une fois que c'est livré, c'est qu'à la fin que c'est en prod qu'on va se dire, tiens, maintenant on va commander un audit externe de sécurité pour voir si tout ce qui a été développé est bon ou pas. Et comment faire quand c'est des audits externes qui vont valider les devs, alors on va rentrer dans un process où on va développer plusieurs fois par jour. Évidemment, là, pose la question du coût. Il suffit de prendre un abonnement. À quoi servent déjà les tests de sécurité? Vérification de l'absence de vulnérabilité applicative. N'importe quelle correction de bug peut introduire une vulnérabilité. La résistance aux intrusions, cross-scripting, injection de code, ouverture de flux, vol de données, etc. Forcément, ça nécessite un environnement complet qui est semblable à la prod. C'est des tests qu'on préconise d'automatiser à partir de l'environnement de qualification, c'est-à-dire l'environnement qui commence à s'ouvrir aux clients
mais avec un jeu de données de test, ça veut dire que là le code est vraiment validé par l'équipe de test interne, et de le jouer en continu sur les autres tests. Alors comment ça marche? Il y a, au niveau des audits de sécurité, on va dire il y a deux types d'audits. Il y a un certain niveau d'audit qui peut être automatisé. Il y a tout un tas d'outils aujourd'hui open source qui existent, ou des outils payants, qui permettent de faire tous ces types d'audits. Tous les audits par rapport même aux configurations de la VM, des audits de sécurité par rapport aux services, à la configuration des services qui sont embarqués dans les différentes VM. L'idée c'est de la même chose, c'est d'automatiser ces tests-là, donc ça tourne en continu sur les différents environnements. C'est collé à la supervision, parce qu'évidemment on ne va pas lire les rapports à chaque fois qu'il y a un test. C'est collé à la supervision, c'est la supervision qui va aller lire le contenu des PDF qui sont générés. Et dès lors qu'il y a le mot high, le mot critical qui sort, hop, il y a une alerte qui monte au sysadmin. Comme il n'a rien à faire, il va se réveiller. Il va dire enfin, on me donne l'occasion de travailler. Chez Mathilde, je suis sysadmin, donc je peux me permettre de. Je dis rien sur développeur parce que je ne connais pas ce métier. Mais... Donc au moment où on se réveille, on dit ah, enfin un critical, et on va aller voir quelle joyeuserie a été introduite par un gentil développeur, et on va le conseiller à modifier ce qu'il a fait. On va expliquer pourquoi surtout. Et donc voilà, le sysadmin, on va dire entre autres, va travailler à automatiser la génération de ces audits de sécurité, évidemment veiller à ce que son système automatique soit tout le temps à jour, avec les dernières signatures connues, des CVE, etc. Et un outil open source par exemple, qui pas mal, qui s'appelle Arachne, qui est assez bien là-dessus. Et une fois scripté et couplé avec la supervision, open source, par Zabbix, Centrion ou d'autres, permet d'avoir cette remontée d'informations. Et d'où l'utilité, là on voit de l'environnement de qualif et de pré-prod et de prod, c'est que dès lors qu'on va déceler ça sur l'environnement qualif, on va dire attention les mecs, avant de passer en pré-prod, là il y a quelque chose à changer. Et donc ça rebooste. Il y en a qui le font même à partir de l'environnement dev. Le joueur il manque un peu d'animation, donc ils veulent dès le dev voir ça. C'est possible aussi. Mais voilà en fait l'idée d'avoir des environnements différents. Ça permet de jouer les tests qui d'habitude se jouent au final. On les joue en amont pour voir rapidement ce qui se passe. Les tests de performance. Donc ça c'est pareil, les tests de charge. Donc les tests de charge, souvent, on va dire dans un test sur charge sur deux qu'on réalise, on est appelé suite à un incident de prod. C'est-à-dire qu'il y a eu une pub, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, ça a planté, le client veut savoir pourquoi. Vous avez fait des tests de charge avant? Non. Mais on pensait que ça tenait. Okay. Comment anticiper la prochaine fois? On ne sait pas. Ça coûte cher. Est-ce que ça peut être automatisé? Oui. Ok. Comment être averti que ça ne tiendra pas? On le colle à la supervision. C'est assez simple. Est-ce que vous avez envie de rentrer dans cette démarche? On va réfléchir. Ok. Mais en tout cas, techniquement, c'est possible. Il y a un petit investissement, mais entre la mission pompier, la perte client et l'image qui en a pris un coup, il n'y a pas photo. L'investissement est très minime. Donc là, l'idée, c'est de vérifier la tenue de charge de l'application bien en amont. Nécessite un environnement complet identique à la production, ça c'est pour avoir le test de charge finale. Donc voilà, ça permet de voir les fonctions à optimiser pour réduire les temps de réponse. Et les scénarios doivent évoluer avec le code applicatif pour suivre tous les ajouts de modifications de fonctionnalités. Donc je reviens là-dessus, permet de voir les fonctionnalités optimisées. Pour ça, il n'y a pas besoin de charger exactement comme on le fait en prod pour simuler les 1000 utilisateurs simultanés, les 10 000 utilisateurs simultanés ou 100 000. Déjà, en faisant des tests, en jouant les scénarios de test de charge à une charge plus réduite, mais très tôt dans les environnements même de dev et d'intégration, et en mesurant les temps de réponse, tiens, on a 10 fonctionnalités cibles dans notre application, voilà comment évoluent les temps de réponse de ces fonctionnalités par rapport à l'évolution des nouvelles versions. On était à 300 millisecondes, c'est bizarre, on est passé à 450. Il n'y a rien de plus. Parce que déjà, ça peut nous dire que quand on va partir en prod, peut-être qu'il y aura un risque, même si c'est juste 450 millisecondes,
Alors qu'en prod, on sait que cette fonctionnalité est à 3 secondes. Peut-être que là, il y a déjà un premier warning en fait. Donc de la supervision est capable de dire attention, il y a une différence de plus de 10%, plus de 20%, alerte. Déjà au niveau de l'environnement de dev. Parce que des fois on nous dit ouais mais on n'a pas les moyens d'avoir une infrastructure comme celle de la prod. Ok, mais on est quand même intelligent, on est des humains, pas encore remplacés par les robots. Il y a peut-être des choses qu'on peut voir avant qu'ils le voient à notre place. Les scénarios doivent évoluer avec le code, donc ça c'est souvent c'est un peu le travail d'accompagnement à faire auprès des développeurs. C'est qu'il y a une mission, on fait tout un tas de scénarios, on fait les tests, etc. Ces scénarios-là, ils sont valables aujourd'hui. Demain, vous changez des bouts de code, des bouts d'application, des noms qui changent, des scripts qui s'appellent différemment, le scénario va générer une erreur. Donc, dans l'idéal, soit chaque développeur a conscience, ou le groupe de développeurs a conscience qu'il travaille sur une fonctionnalité qui est testée par un scénario dont les outils open source c'est JMeter, qui est testé par un scénario JMeter, et donc il faut le modifier, ou juste je le rejoue et je vois ce que ça fait, ou même pas, j'ai pas envie d'y toucher. Ces scénarios tournent sur le serveur de dev, le serveur de dev va commencer à envoyer des alertes parce que le scénario s'exécute mal. Je vais prendre un peu de temps pour modifier ce scénario pour qu'il soit adapté, qu'il fonctionne correctement. Du coup, le service chargé d'intégrer ça sur la supervision va prendre ce livrable qui contient et le code applicatif et le scénario pour l'intégrer au système de supervision et le déploiement, etc. Donc c'est un travail de collaboration, comme j'ai dit, c'est que on a beau mettre en place tous les process qu'il faut, s'il n'y a pas la volonté de participer à l'amélioration commune de ce qui est en place, à un moment ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment cette prise de conscience de ok, tout ça c'est validé par un scénario, je vais le modifier parce que ça permet de voir les dysfonctionnements rapidement. Test d'exploitabilité. Et donc oui, pour revenir à test de charge, non, test d'exploitabilité, ça pareil, c'est des tests où chez certains clients qui ont mis en place le DevOps, mais en fait, ils ne gardaient qu'à la fin, disons c'est les 6 admins, qui gardaient un peu le contrôle dessus, disaient ouais bon nous, tous les tests de sauvegarde, arrière démarrage, etc., de toute façon on les fait en prod, parce que c'est là que c'est sérieux quoi. Mais en fait, oui et non. Non, en fait, c'est sérieux, oui, mais ça peut se faire avant. Pourquoi ? Typiquement, intervention pompier, on ne comprend pas, on n'arrive pas à sauvegarder la base de données depuis qu'on a changé sa structure. Ok, est-ce qu'on aurait pu le voir avant que ça soit en production ? Bah oui, mais bon, on n'y a pas pensé en prod. Est-ce qu'on, à partir de maintenant, on peut commencer à le faire en pré-production ? Ok. Voilà, donc c'est des éléments assez basiques qui disent la pré-prod, certes, c'est pas critique, parce que c'est qu'une copie de la prod, mais par contre, le process de sauvegarde et de restauration, il y a un incident, il faut remonter le PRA tout de suite. Est-ce que par rapport aux modifications qu'il y a eu, que ce soit sur l'application ou sur le code, je peux le faire dans le temps qui est imparti dans le PRA, qui a été validé contractuel ? Est-ce que c'est toujours possible ou pas ? Oui, mais il faut que ça se teste aussi. Si c'est pas testé, on ne sait pas. Est-ce que tous les scripts automatiques qu'on a, qui arrêtent et redémarrent des services qui sont pilotés par une interface, fonctionnent toujours par rapport à l'évolution du code ou des modifications qu'il y a eu sur Ansible qui a généré l'infra as code? Est-ce que c'est toujours valable ou pas? Parce qu'en plus, on a changé des versions système. On ne sait pas, on verra en prod. Non. Est-ce qu'on peut tester avant? Oui. Donc ça fait partie des tests automatisés. Là, on est toujours dans tout ce qui peut être automatisé. À démarrage, on peut planifier facilement la nuit, ou des fois on joue, on sait qu'à midi pile, on arrête certains systèmes puis on les redémarre. Et hop, il y a une alerte qui vient. Et si ça n'a pas marché, c'est planté, au moins, même sur l'environnement de test. Certes, il y a des gens qui vont peut-être aller au niveau du test, mais au moins c'est juste en interne, c'est pas les clients. On peut même le faire sur le dev. Sauf que le dev, il s'amuse à beaucoup arrêter la chose, donc c'est pas forcément pertinent. Mais tous ces tests-là, donc ces actions d'exploit, doivent être automatiquement, doivent être dans un process automatisé de test. Nécessite un environnement complet identique à la prod ou, donc ça c'est pour les aspects base de données principalement, etc., ou des aspects en amont.
Et ça permet aussi de voir que tous les composants qu'on va sortir sont vraiment bien supervisés et que les procédures d'exploitation sont bonnes. Parce que ça ne sert à rien de sortir une nouvelle appli, une nouvelle fonctionnalité, si elle n'est pas bien supervisée, qu'on a vu le cas du client qui sort une nouvelle fonction, les autres qui n'étaient pas correctement supervisés, ben, ils n'ont pas vu en amont que ces fonctionnalités-là allaient créer un bug et que ça ne marchera plus. Chose que maintenant ils peuvent s'en rendre compte facilement. Les scénarios web, donc ça c'est les scénarios web, c'est les scénarios de navigation qui sont utilisés aussi pour les tests de charge. C'est une version on va dire plus simple que les tests de charge, qui est de dire j'affiche, je me connecte, je fais un parcours et je vérifie que j'ai vraiment un résultat qui fonctionne. Ok, test de MCO. Bon, maintien en condition opérationnelle, donc ça c'est la post-production. Tout ce qui est analyse des graphes, des logs, des retours clients. Les logs en fait sont une mine d'informations. On commence à voir maintenant une sensibilisation à tout ce qui est centralisation des logs et la corrélation de ce qui est centralisé, c'est-à-dire on a tout un tas d'informations et on va corréler. On va dire ok, quand on a ça et ça et ça, ça génère un graphe, ça génère une alerte. Et que ces informations-là, couplées à tout ce qui est retour client, donc le support client, toutes ces informations-là en fait d'analyse, bah, ils ont un intérêt à arriver rapidement chez les développeurs. Comment que cela se fait-il? Le fait de mettre en place donc, une analyse centralisée des graphes permet de mettre tout un tas d'outils, d'indexation, etc. De mettre aussi des outils de supervision sur cette indexation pour générer aussi des alertes, dire attention, on est dans ce cas-là, attention, on est dans ça. Et de permettre aux développeurs de suivre en fait toutes ces données-là qui souvent sont un peu dans la rétention des informations de la prod, bah, le fait qu'ils aient une visibilité sur ces éléments graphiques, bah, ça leur permet d'avoir une information continue de ce qui se passe en production. Il n'y a pas besoin d'aller toquer le sysadmin, d'attendre qu'il se réveille et lui dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans les logs hier entre 14h et 14h10, parce qu'on en a besoin pour un débrief tout à l'heure. L'information est déjà accessible. Les retours clients, ça c'est une mine d'information. Tous ceux, on a un client qui fait de la réservation en ligne, évidemment le support, dès qu'il y a un bug, ça éclate les oreilles. Donc ils amassent, à un moment ça explose. Au bureau des développeurs, c'est n'importe quoi ce que vous faites, etc. S'ils ont aussi un outil pour pouvoir remonter l'information et que cette information peut être accessible facilement aux développeurs et puis qu'ils se rendent compte que après le développeur intègre cette information et la réinjecte dans une nouvelle application, bah déjà ils se sentent un peu plus motivés. Le top, on va dire, qu'on ait fait, c'est un client qui est un opérateur, qui a donc, tout un tas de clients, qui fournit du lien, beaucoup de liens. Le client l'appelle pour lui dire ça marche pas. Votre fibre ne marche pas. Il regarde, check pendant 20 minutes, le client hyper stressé, ça marche pas. Analyse détaillée, qu'est-ce qu'il a analysé? Il a analysé les connexions qu'il essaye de faire une fois que la tension tombe, analyser ce qu'a essayé de faire le client, d'essayer de faire la chose à la place pour se rendre compte que c'est pas un problème chez lui, sur son infra, c'est un problème DNS, c'est un problème de proxy interne, donc rien à voir avec le lien. Mais pour le client, la connexion ne sort pas, donc c'est le lien. Et donc, par rapport à tout ça, bah on a automatisé tous les tests que réalisent les gens du support. Parce que finalement, on regroupe en tout, ouais, mais c'est plein. Il y a 90%, c'est du commun à tous les gens du support. Après, il y a un peu de spécifique. Le fait d'avoir automatisé tout ça et d'avoir, ils ont dit avec leurs clients, qui appelait beaucoup, de mettre un agent de supervision dans leur environnement, qui lui se charge de faire continuellement tous ces tests. Au moment où le client appelle, ils allument l'écran, le screen du client et ils voient exactement c'est votre problème DNS, c'est votre problème proxy, c'est votre problème. 90% des cas ils sont déjà traités. Donc le temps d'appel est passé de 25 minutes à 2 minutes. Point barre. Et là, le support, évidemment, la pression baisse, ils sont contents. Dès qu'il y a une nouvelle analyse qu'ils font, elle est transmise aux gars qui scriptent et automatisent. Ils automatisent ce nouveau check, corrélé avec les logs, corrélé avec les agents de supervision. Ça donne un résultat et c'est automatisé.
Et voilà comment, même sans parler de retour aux développeurs, comment l'automatisation des tests permet aussi d'instaurer de la sérénité et surtout de l'intelligence humaine. Ça sert à rien de refaire la même chose plusieurs fois si un bout de script peut le faire à notre place. Permet l'amélioration continue de l'application grâce au retour des utilisateurs réels. Nécessite une prise en compte de ces analyses dans le process. C'est tout ce que j'ai décrit, j'ai compris. J'ai bientôt fini. Donc pour revenir au test métier, et pour moi ça regroupe tout un tas de choses que j'ai dit par-ci par-là. Et ça regroupe un peu la collaboration entre les devs et les ops. Le fait d'avoir quelque chose qui vérifie le fonctionnement d'un parcours utilisateur pour toute nouvelle fonctionnalité, exemple client ERP, valider l'absence de dysfonctionnement des checks de navigation existants, transformer au fur et à mesure les analyses post-mise en production en nouveaux scénarios de test, intégrer tous ces tests dès l'environnement test. Parce qu'une fois que tous ces tests sont faits, des scénarios de navigation, ressenti client, etc., ben on va les jouer dès le deuxième environnement qu'on a vu. C'est-à-dire que rapidement, on va pouvoir savoir est-ce que là, déjà, on a un dysfonctionnement ou pas, avant même de passer à l'étape d'après, qui est la pré-prod, avant même que le client n'accède avec ses données sur l'application. J'ai compris. Exemple de pipeline, un résumé, ça c'est la fin. Chaque étape pour passer d'un environnement dev à intégration, à qualif, à pré-prod, à prod, est accompagnée d'une synthèse de tests qui peuvent être répétés sur plusieurs événements. Donc voilà, avant au niveau des devs, tout ce qui est qualité des codes, les 4 premiers dont on a parlé. Après, on peut se rajouter entre intégration et qualif tout ce qui est tests unitaires, tests d'intégration, les tests métiers, les tests de sécurité. Entre la qualif et la pré-prod, tout ce qui est tests fonctionnels, tests métiers, tests de sécurité et tests d'exploitabilité, déjà à ce niveau-là. Pour passer en pré-prod, tests de charge et tests d'exploitabilité. Et au niveau de la production, les tests MCO, parce que là, ça dépend du retour client. Ce qui est intrinsèque à ces tests-là, qui n'est pas clairement marqué, mais qui existe en réalité, c'est tout ce qui est test, le code d'infrastructure. On a parlé d'Ansible ou Terraform. On préfère Terraform pour tout ce qui est faire du code, de l'infra as code. Le fait de tester cette infrastructure qui est générée automatiquement, le fait de générer cette infra pour l'environnement de dev ou de test ou de pré-prod, etc., permet de tester que nos scripts, notre code de génération d'infrastructure marche. Déjà, c'est des tests qui sont en continu. Le fait de le faire automatiquement permet de le voir déjà dans l'environnement de test. Non, attention, là on n'a pas assez dans on n'a pas la bonne version d'Apache, on n'a pas la bonne version de la mémoire tampon, du XML, tout ce qu'on veut. Les scénarios de déploiement, le fait de déployer du code, de déployer de la structure de base de données, de déployer toute cette automatisation-là, elle aussi mérite d'être testée. C'est pas parce que c'est automatique qu'elle est parfaite. Elle aussi elle mérite d'être testée. Et le fait de faire à chaque fois une génération sur un environnement de test, sur une livraison, sur un environnement de pré-prod, etc., permet de vérifier que ces déploiements sont testés et validés. Les scénarios de navigation, donc les web checks, etc., et les scénarios de test de charge, dont on parlait, qui dès l'environnement de test vont aussi être testés, ils sont performants, c'est vraiment ça qu'on attend. Surtout il y a la réflexion de se dire, l'application une fois en prod, elle est destinée à qui? C'est quoi les indicateurs de bon fonctionnement de cette application, 1000 ou 10 000 personnes, etc. Et enfin, pour terminer, quel serait l'indicateur de réussite d'un projet DevOps? L'automatisation complète, un client content. Donc, pour moi, il y a différentes réponses. L'une des réponses, en fait, quand on revient ensuite à une mise en place, un compagnon, on revient 3 mois après, on demande à voir quels sont les nouveaux scénarios de navigation métier qui ont été créés. Qui les a créés? Si c'est vraiment les devs ou quelqu'un de l'équipe de développement qui a pris cette conscience-là de dire ok, ces scénarios doivent exister, et ils font partie du livrable, c'est-à-dire qu'on va aller dans Git et on va les trouver, et qui sont injectés toujours via la moulinette pour qu'ils rentrent dans la supervision,
moi je considère qu'à ce moment-là, c'est que la collaboration a continué entre les mondes dev et ops pour répondre à l'objectif de l'entreprise qui est la qualité de service fourni, qui a été dit, qui est mesurée par ces scénarios-là et qui est produite par différents acteurs parce qu'ils ont cette sensibilité-là. Donc effectivement, il y a l'aspect automatisation, il y a l'aspect qualité, et dans l'effet, c'est cette production de scénarios en continu qui permet de vérifier qu'on y est. Et comme après la fin, il y a toujours une petite fin, pour vous montrer l'aspect usine logicielle, ce schéma, voilà ce schéma, dans quoi ça s'inscrit. En fait, ici, on a tous les environnements qu'on a vus. D'ailleurs, ici, on a tout ce qui est système d'infogérance, supervision, tout ce qui est API et services externes, les équipes de dev, les serveurs de développement interne. Et donc, l'idée de cette VM service ou de cette usine logicielle, c'est vraiment de servir de tampon, de pilotage, en fait, des déploiements, de pilotage de la relation avec les services externes, de pilotage avec la supervision, pour faire toutes les actions. Le chargé d'exploit ou la personne qui prend le ticket de mise en prod, bah lui, il ne va absolument pas se connecter à tous ces éléments, il s'arrête ici. Mais ici, il a tout. Il a l'automatisation Ansible, il a le wiki, la doc, etc. Il a l'accès aux bases de données en mode lecture. Il a des commandes spécifiques sudo qui l'autorisent à exécuter même des choses et à remonter des infos. Il a la centralisation des logs. Pour parler un peu plus d'outillage, tout petit, aujourd'hui, pour pouvoir piloter tous les différents environnements, les AWS, au cloud, etc., et même l'OpenStack, du Kubernetes, du serveur dédié, de la VM sous Xen, KVM ou VMware, voilà, il y a un ensemble d'outils comme Terraform pour faire de l'infra as code, bon, Packer, Nexus, GitLab CI, Ansible, Greylog pour faire de la corrélation et centralisation des logs, Greylog ou LK, Zabbix ou Centreon ou Shinken, RocketChat, une sorte de Slack de collaboration open source, ou OpenLDAP pour tout ce qui est authentification, SonarQube pour tout ce qui est test. Voilà, et donc avec ces éléments-là qui sont open source, sur lesquels on a la main, on peut automatiser comme on veut. On peut rajouter du AWX, une interface web pour gérer de l'Ansible. On peut piloter et des bouts d'infra qui sont sur le cloud public et des bouts d'infra qui sont à la maison. Poser des questions. Donc voilà, donc là, je suis dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? C'est très large, hein. C'est vaste. Moi j'en ai une, mais je la garde plus tard. C'est dur. Donc je commence, alors si vous n'avez pas de questions tout de suite. En fait, ce que tu dis, j'ai l'impression que la team, c'est du bon sens. Tu dis les gens doivent travailler ensemble, il ne faut pas refaire tout le temps la même chose, il ne faut pas refaire tout le temps les mêmes erreurs, il faut automatiser ce qu'on peut automatiser. Toi, ton retour par rapport à des clients, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas déjà? Qu'est-ce qui fait que la prise de conscience, enfin, chez vous, ça, peut-être qu'on c'est déjà fait partiellement ou totalement, hein, s'il y a des témoignages, on les prend, mais qu'est-ce qui fait que ça accroche pas si facilement que ça, que finalement on préfère souffrir un peu tout le temps que de prendre le sujet, de débattre et de faire quelque chose comme ça? Je sais pas si... Si, je peux te répondre, je peux te dire pourquoi, avec ces enfants, des fois on est dans certaines incohérences. Disons en fait, l'aspect... Tu vois, parce que j'ai eu un cas hier, donc un cas d'étudier... Cas d'école. Un cas d'école hier, donc tout un débat. Je me dis tiens, c'est intéressant, c'est comme réflexion, surtout quand on... Non, en fait, pourquoi... C'est comme même les histoires d'agilité. L'agilité, à un moment, tu te dis, mais c'est du bon sens. Tiens, je fais ça, bah, je vais tester. Pourquoi attendre au bout de 6 mois pour dire, tiens, est-ce qu'on a décidé les 6 mois, c'était bon ou pas? Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Peut-être qu'on y a pensé avant. On l'a pas fait. Mais on l'a pas fait. Après, moi, je pense que, disons, ce qu'on constate, c'est l'aspect vraiment, comme tu as dit, tête dans le guidon. Il n'y a pas le temps. Il y a une pression énorme dans les plannings, sur le travail à faire, sur tiens, un petit bout d'heure qui dit tiens, bah, va faire ci, va faire ça, ah, je peux plus faire ça, tiens, on me rajoute ça, ah, il faut changer ça, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc il y a tout un tas de décisions qui sont prises à différents niveaux, même des choix, des fois, des gens qui ont la main libre pour faire des choix. Ils font des fois des choix qui correspondent à ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils souhaitent faire, mais pas forcément dans la logique globale. Donc il n'y a pas un pan de l'entreprise qui est responsable, je pense que c'est une responsabilité collective. C'est des fois aussi avoir de la clarté quand on exprime
des suggestions, moi j'ai vu des fois dans les réunions, des gens suggéraient des choses, mais sur un mode qui était exigeant. Donc forcément, moi je me dis, attends, c'est une suggestion, c'est une exigence. C'était pas clair. Donc la communication peut polluer aussi le message, parce que par exemple sur l'aspect scripting, bon, certes aujourd'hui on parle d'Ansible Terraform, mais tout ce que je dis là, on le faisait déjà il y a 10 ans avec des scripts bash. Le fait de générer des conteneurs, c'était pas Docker, c'était OpenVZ. Donc tout ça, ça se faisait. Mais par contre, pourquoi ça se faisait déjà à l'époque dans des boîtes et pas dans d'autres? Donc c'est vraiment prendre conscience en fait de la qualité qu'on veut produire et d'éviter de se mélanger dans des guerres politiques. Non, ça c'est pas mon département, c'est pas mon affaire. D'arriver à avoir un discours clair, refixant, recontextualisant les objectifs. J'ai pas de réponse sociologique. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il faut qu'il y ait un drame pour qu'il y ait une prise de conscience, par exemple? Même pas, parce que... non, on l'a vu, des fois on intervient en mode pompier sur des drames. Merci, c'est génial, etc. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, avec des précaux sur la suite. On est appelé un an après pour un nouveau drame. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Rien, on n'a pas le temps. Ok, vous n'avez pas le temps. Moi aussi, j'ai pas le temps d'aller voir un film, mais peut-être que c'est une question de priorité. Parce que vous voulez reprendre un abonnement tous les ans, on revient pour gérer le drame. Mais j'ai eu un cas concret par exemple, le test automatisé de sécurité. Le client me dit non, j'ai pas le budget. Ok. Par contre, il me dit mais je suis sûr qu'avec l'automatisation qui est en place, j'ai un incident, une faille. Je vous fais intervenir une journée, vous nettoyez tout, et tout est up. J'estime que je vais en avoir 3 par an, 3 jours siloés. Ça n'a rien à voir avec les 20 jours que tu me demandes pour mettre en place une automatisation, tout ça dit. Voilà, c'est la réalité du fichier Excel. Et bon, c'est un choix. C'est un choix de se dire, est-ce qu'on garde ce dysfonctionnement qui est budgétairement maîtrisé, et tant pis pour la pression et le stress que ça met, ou certains qui disent non, moi je veux surtout pas ça, ok, j'investis pas. Oui, un des éléments qui paraît important dans ces systèmes, c'est la localisation géographique des différentes personnes. C'est-à-dire que pour faire de l'agile, du DevOps, etc., c'est bien, c'est tout le monde au même endroit. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher si on a des prestataires à un autre endroit, même de la délocalisation à un autre endroit? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de l'agile avec une quête de dev qui est en Inde, par exemple. C'est pas génial. Du coup, est-ce que ça pourrait quand même marcher? Parce que vous dites effectivement, ça paraît du bon sens, mais qu'il y a quand même beaucoup de systèmes qui restent en cycle en V, parce que le cycle en V, ça a quand même beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Donc est-ce que vous pensez que ça peut marcher avec ce genre de contraintes géographiques, ou même financières, parce qu'on délocalise souvent pour des problèmes de coûts. Et après, il y a tout ce qui rentre en compte, la barrière de la langue, le décalage horaire, etc. Bon, j'ai pas d'expérience personnelle dans un projet où il y aurait un mix entre des équipes en France et des équipes à l'étranger. À un moment donné, on est intervenu sur un projet, bon, c'était des Français qui étaient... en tout cas, c'était sur 3 sites, c'était La Rochelle, Montpellier et Paris, donc différents départements. Là, forcément, il y avait des réunions physiques entre des gens qui, à un moment, prenaient le ticket. Moi, je suis le responsable du sprint actuel. Et il y avait une réunion une fois tous les 15 jours, une fois par mois, une réunion physique où ils travaillaient, en fait, continuaient à faire leurs travaux. Ils étaient ensemble, donc ils échangeaient. Et ils posaient de temps en temps les bases de la collaboration. Après, là où on insiste, c'est qu'au moins sur la partie initiale qui est de définition. Pour ceux qui font les maths, ce que j'ai mis là, c'est qu'on commence toujours par définition. Qu'est-ce qu'on appelle ci, qu'est-ce qu'on appelle ça? Donc, les workshops en fait, de travail, c'est assez important d'être ensemble. Et que ça ne soit pas un PowerPoint, bonjour, voilà la définition du DevOps, non, que ça soit contributif et constructif pour arriver à définir les flux, l'organisation, les process. Une fois que ces process sont définis, et après ça nécessite qu'il y ait un rappel, qu'on se revoit X mois après pour dire tiens, voilà, 2 mois après, voilà l'épreuve de la réalité sur les définitions et les process qu'on a mis en œuvre. Le lien, on va dire, et la rencontre physique est importante.
Après, ça peut aussi être beaucoup de visioconférences. Dès lors qu'on laisse ouvert la visio, on va dire, sur plusieurs heures, pas juste sur l'échange. Et après, c'est fini. Parce qu'il y a toujours des petits trucs qui viennent, de solliciter la personne pour. Moi, je pense que c'est, en tout cas, sur cette expérience-là, voilà, il y a eu plusieurs rencontres et bon, la mécanique tourne. Et surtout qu'ils ont en plus. Bon, ils avaient un peu cette culture-là, c'est-à-dire que même dans un sprint agile, il y avait des gens qui étaient éclatés sur 2 sites différents, qui faisaient les réunions en visio le matin avec un outil en ligne et en visio. Voilà, donc le DevOps a été un peu dans la continuité. Après, quand c'est des équipes qui développent en cycle en V, ailleurs, etc., c'est une autre problématique. Je pense que... Moi, je pense que le problème, c'est plus qu'il y a un état d'esprit à vouloir aller vers de l'agile, vers du DevOps. Même les frontières géographiques vont effectivement peser, mais ça va quand même fonctionner. Peut-être pas idéalement, mais par contre, tu peux avoir des entreprises où tout le monde est sur le même plateau et il n'y aura pas du tout d'agilité, il n'y aura pas du tout de DevOps pour des questions, ce que tu as évoqué, politique, d'égoïsme. Donc, c'est pas une bonne réponse, mais je pense que l'essentiel, c'est est-ce que les décideurs, est-ce que l'ensemble des équipes ont envie d'améliorer les choses, ils sont capables de se mettre autour de la table ou autour d'une visio une fois par semaine, une fois par mois. C'est plus la volonté, tu vois, qui va compter que les freins, on pourra les gommer ou les atténuer. S'il n'y a pas la volonté, tu peux être dans les meilleures situations, avoir les meilleurs fournisseurs tout parfaits et il ne se passera rien en fait. Ça, c'est clair. Ouais. Mais du coup, vous pensez que techniquement, c'est possible? Je pense que c'est accessible. Évidemment, c'est idéal si tu fais un daily stand-up que tout le monde soit dans la pièce, mais on peut aussi avoir des meetings avec de la visio, etc. Tu as des outils de management visuel qui permettent de simuler un backlog ou un burn-down chart. Je citerai Jira, Redmine ou d'autres. Tu peux y arriver. S'il y a une volonté commune d'y arriver, les difficultés vont être minorées ou voire réduites, tu vois. Si en revanche, tu n'as pas l'état d'esprit de travailler ensemble dev et ops, de travailler sur la qualité logicielle, d'automatiser ce qui peut l'être, je pense que toi, le débat, c'est plus l'état d'esprit, la volonté. Et ensuite, on voit comment on fait le mieux possible. C'est une réponse un peu généraliste, hein, ce que je te fais, mais... Oui. Ouais. Mais après, c'est en plus, l'agile, il y a des cas qui existent effectivement à longue distance comme ça. Et c'est vrai que comme le DevOps, c'est des cycles, des cycles encore plus courts. Et Oui. en plus, il y a le déploiement qui rentre en tête, etc. C'est peut-être au niveau technique plus difficile à mettre en œuvre. Mais en fait, dans le DevOps, tu as l'aspect construction de ce process ça dure juste un temps. Et après, le fait qu'il soit utilisé tout le temps, ça peut très bien se faire à distance. Son évolution, souvent on remarque que l'évolution, en tout cas de la mécanique intérieure, le temps imparti à l'évolution est faible. Une fois que tout le travail de construction a été fait. Donc dans le quotidien, limite ça apparaît plus. Moi je vois par exemple les clients qui sont 4 départements, eux ils appuient juste sur des boutons, on met en prod. Donc les interactions, nous on est on va dire leur service infra. Bah, ok, on se voit une fois par mois, mais c'est pour parler de la pluie du beau temps. Dire qu'on s'est vu. Mais en tout cas, les évolutions sont rares. Et juste, ça me revient sur qu'est-ce qui fait en fait que des fois il y a des freins. Voilà, moi je pensais toujours que en fait, ceux qui étaient fermés c'était les devs et ceux qui étaient ouverts c'était les systems. En fait, moi, je me suis rendu compte. C'est un malade, toi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, il y a des gens de l'infra. Non, mais parce que je suis de l'infra, mais l'open source, c'est toute une mentalité différente. Mais des fois, les freins, en fait, c'est effectivement les services infra qui veulent garder ce pouvoir, cette maîtrise, cette ligne budgétaire. J'ai un budget de temps, je le claque pour mes machines, c'est moi qui gère l'infra, c'est moi qui fais ci, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça commence à changer? Avec les entreprises qui montent en âge et les gars qui sont plus à la page, et donc à un moment ils sont poussés, ils doivent laisser la place. Et donc il y a des jeunes qui viennent prendre la place, et l'impact du turnover sur l'infra. L'infra, on va dire, aime la stabilité, aime les choses qui sont posées. Comme il y a beaucoup de turnover, forcément, il y a beaucoup de temps qui est passé sur tout ce qui est transfert de connaissances, reprise en main, etc. Chacun met sa patte, chacun dit que ce qu'a fait l'autre c'était pas bon. Et donc, du coup, les budgets d'infra commencent à être plus importants parce qu'il faut changer de méthode, etc. Et ces derniers temps, on a plus été appelé par des besoins d'automatisation pour que ça soit indépendant, on va dire, des acteurs internes face à ce fléau, entre guillemets, ou
cette chance, ça dépend de comment on se situe, de pouvoir quitter facilement ou changer de boulot. Mais en tout cas, face à cette instabilité de gestion de l'infra, l'aspect automatisation donne une réponse en fait de stabilité à cette infra, parce que l'infra aujourd'hui devient comme du code, elle est automatique, elle peut être générée à la demande indépendamment de qui clique sur le bouton. Et la force d'AWS aujourd'hui, c'est de faire cette promesse de dire vous n'avez plus à gérer rien du tout, donnez-nous vos codes, vos VM, et nous on va tout gérer. Sauf que derrière, il y a évidemment l'utilisation des données, il y a les problèmes qui peuvent exploser, mais voilà l'un des éléments qui fait que. Question. Deux infos. La première, la démarche DevOps est orthogonale à la démarche de travail à distance. À mon avis, et sur des choses qui n'ont rien à voir. On pourra relire le document qui s'appelle Handbook, qui est créé par GitLab, l'entreprise, qui est une mine d'informations sur comment mettre en place la culture de travail à distance. En tout cas, nous, on s'en sert beaucoup. Pour répondre à la question initialement posée, ça c'est le deuxième point, pourquoi les entreprises ne le font pas ou les organisations ne le font pas? La réponse est parce qu'elles sont connes, mais non, elles ne sont pas connes. Mais c'est juste parce que ça constitue une marche, et cette marche, elle n'est pas gratuite. C'est de l'énergie, c'est vraiment de l'énergie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un gain en face pour quelqu'un, celui qui va décider de le faire ou pas le faire. Non, mais la décision, elle est toute prise. En tout cas, toi, tu l'as fait. Ouais. Je l'ai fait. On est en cours. Mais ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. On a des ressources qui commencent ici, qui se terminent là. Les journées font 24 heures. Et puis après, il y a la vie à gérer. Enfin, je veux dire, il y a le quotidien. Ouais. Dit autrement, la mise en place d'un projet DevOps, mais c'est un projet de plus. Ouais. Transverse, c'est certes, mais c'est un projet de plus. Oui. Elle est là la raison pour laquelle ça met tant de temps à se mettre en place. Donc si tu as mal dimensionné le projet de passage vers DevOps, vers les tests, en fait tu rames pendant cette période s'éternise en fait, c'est ça que tu dis? Alors, ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que ça se met pas en place? En tout cas, chez nous, ça se met en place. Mais à mon goût, ça avance super lentement. Okay. Mais pourquoi? Parce qu'on a une quantité de ressources définie, limitée, mais comme tout le monde, j'imagine. Bien sûr. Et on a très envie de faire avancer ce projet, évidemment, mais on a aussi tout le reste qu'on doit faire. Okay. Et ça, on ne peut pas dire pose les gens, on revient dans 2 ans. On fait du DevOps pendant 1 an et on reprend après. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'il faut le voir comme un investissement où tu vas mettre